Et bienvenue dans ce webinaire qui inaugure un nouveau format d'échange avec les Think Bankers, le 60 minutes live. Mon nom est Pierre de la Mortière et je vais animer avec vous cette session. Donc nous avons un temps imparti, 60 minutes, 1 heure, pour découvrir, éclairer ou approfondir un sujet au cœur de l'actualité des métiers de la banque. Au programme de cette première édition, la Pro A. Alors, la Pro A, ce n'est pas le nom de la première division de basket, contrairement aux apparences. C'est l'abréviation de promotion par alternance. Un dispositif de formation dont nous allons chercher à préciser les contours ce matin en répondant à 3 questions. 3 questions donc. La Pro A, pourquoi c'est important? La Pro A, comment se présente ce dispositif? Et finalement, 3e question, comment s'y prendre? On verra de manière très concrète quelles recommandations on peut faire dans ce domaine. Pour répondre à ces 3 questions, nous avons réuni autour de Béatrice Layan, qui, comme vous le savez, est responsable de l'Observatoire des métiers de la banque, 2 consultants experts co-auteurs de l'étude qui sera mise à votre disposition après ce webinaire. Donc Laurent Lacour et Samuel Bello du cabinet Actéis. Pour illustrer leur présentation, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Lamouche de Soprasteria, qui partagera tout à l'heure avec nous un retour d'expérience et son témoignage. Enfin, André Guituroche, directeur des affaires sociales de l'AFP, viendra conclure nos échanges avant la session de questions-réponses. Alors, juste avant qu'on commence, quelques consignes dont vous êtes certainement familier maintenant, puisque vous avez, comme moi, pas mal utilisé Teams. On va vous demander de couper vos caméras. Je vois que pour la plupart d'entre vous, c'est déjà fait, je vous en remercie. De couper aussi vos micros pendant, en tout cas, toute cette partie. Et nous aurons, je le disais, une session de questions-réponses. Pour ça, je vous propose d'utiliser la partie conversation ou chat de Teams. Et avec Mélanie Hulin de l'Observatoire, eh bien, nous reprendrons les questions en fin de session. Voilà, sans attendre davantage, je vous propose d'ouvrir ce 60 minutes live avec Béatrice Layan. Alors Béatrice, bonjour. Bonjour à tous et toutes. Béatrice, donc, vous dirigez l'Observatoire des métiers de la banque, qui a commandité une étude sur la Pro A. On a envie de se demander ce matin déjà pourquoi une étude dédiée sur le sujet. Qu'est-ce qui vous a motivé en réalité? Beaucoup de choses, Pierre. Tout d'abord, bon, merci à tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin. En fait, je dirais qu'il y a 2 objectifs principaux pour l'Observatoire des métiers de la banque dans l'heure que nous allons consacrer donc, ce matin à la Pro A, dont tu as déjà dit beaucoup en nous en découvrant ce qu'était cet acronyme. Non, 2 objectifs principaux. Le premier, bien sûr, c'est de partager le retour donc, de la production qui a été menée par le cabinet Actéis donc, et l'Observatoire des métiers de la banque. L'idée étant de partager donc, les résultats. Mais aussi, une deuxième chose, je pense, qui est dans la droite ligne des missions de l'Observatoire, c'est d'expliquer en quoi et comment ce dispositif donc de PROA, qui est un dispositif d'accompagnement des collaborateurs, en quoi ce dispositif peut intéresser le secteur bancaire. Puisqu'il faut savoir quand même que, et vous le savez, pour tous ceux qui suivent donc les travaux de l'Observatoire, nous, notre mission, c'est tout d'abord de s'intéresser à la transformation des métiers et de faire effectivement des études prospectives et de regarder ce que seront nos métiers à court ou moyen terme. Bon. Et fort des travaux que nous menons, effectivement, on éclaire, enfin, en tout cas j'espère que c'est ce qu'on arrive à faire, à éclairer donc toutes les politiques emploi qui sont déployées dans les établissements, dans nos établissements bancaires. Et je pense que la PROA est parfaitement l'illustration d'un dispositif qui peut être mis en place et qui peut servir les politiques de gestion d'emploi dans nos établissements. Voilà. Donc, je laisserai bien évidemment Samuel et Laurent vous décrypter tout ce qu'est la PROA. Juste pour embrayer sur ce que tu viens de dire, Pierre, oui, les travaux seront en intégralité sur le site de l'Observatoire après ce webinaire. Donc, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'étude et certaines annexes qui vous permettront de comprendre et de rentrer plus en avant dans la matière. Et je profite aussi, au cas où vous ayez envie de vous replonger dans ce webinaire, il y aura un replay que vous retrouverez là aussi sur notre chaîne YouTube. Et enfin, je vais faire un petit peu de teasing pour la suite, parce que je profite.
L'observatoire doit sortir avant la fin de l'année. Alors, je n'ai pas encore de date précise, mais on est vraiment en fin de travaux. Doit sortir les résultats d'une étude que nous avons menée en commun avec un autre observatoire, qui est celui de BPCE. Et donc, nous nous sommes penchés sur les soft skills et le travail du futur dans le secteur bancaire. Donc, on reviendra vers vous, bien évidemment, quand on aura une date de restitution plus précise, d'événements plus précis. Mais quoi qu'il en soit, c'est la prochaine échéance pour l'observatoire. Et ce sera une échéance un peu plus particulière puisque nous serons 2 observatoires à porter en même temps les résultats. Voilà, je clôt cette annonce pour la suite, mais c'est mon boulot de prospective, donc c'est normal. Je redonne la parole à Pierre et en tout cas, bonne séance à vous tous. Merci Béatrice et merci pour cette introduction. On va compléter donc toujours sur notre première partie, pourquoi c'est important. Et je me tourne maintenant vers Samuel Bello, directeur associé du cabinet Acteis, expert des politiques emploi-formation et qui intervient depuis 2014 maintenant auprès des branches professionnelles, des observatoires paritaires, mais aussi des collectivités publiques. Alors Samuel, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et tous. Alors, vous avez mené les travaux de l'étude PROA, qu'on aura très bientôt, on l'a compris, sur le site web, et on essaiera de mettre un lien à la fin de cette réunion. Mais au fond, la PROA, Samuel, pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est réellement en jeu quand on parle de promotion par alternance? Eh bien, Pierre, je vous propose peut-être de repartir de quelques basiques, puisque dès lors qu'on veut parler des besoins en compétences et en qualification au sein des établissements bancaires, on a besoin de se resituer dans un environnement qui, comme vous le savez tous, connaît de très profondes mutations. Et l'OMB a déjà largement identifié, documenté à travers ses travaux précédents, un certain nombre de variables d'environnement qui aujourd'hui impactent fortement l'exercice des métiers dans votre branche. Des choses autour de l'environnement réglementaire, vous savez tout ce qui se passe autour des réglementations et européennes, BAL 3, etc. Les réglementations sur les données. On pourrait parler bien entendu de toutes les mutations de l'environnement technologique avec d'un côté des nouveaux outils au service des banques, de la big data, l'intelligence artificielle, la blockchain, des nouveaux canaux de communication et puis aussi l'émergence de nouveaux concurrents qui viennent directement du monde du numérique. L'environnement sociétal, vous le voyez toutes et tous au quotidien, on ne consomme pas comme on consommait hier et ça vaut pour la banque comme tout un tas d'autres services ou commerces. Et puis on a des nouveaux communications qui font que la e-réputation, par exemple, voilà, devienne importante. Et puis, on a des variables d'environnement qui sont plus internes aux structures bancaires, qui sont des nouvelles attentes des collaborateurs par rapport à leur employeur, par rapport à ce qu'ils attendent du travail. L'essor du télétravail, ça commençait à poindre déjà avant la crise sanitaire, mais ça s'est évidemment beaucoup amplifié et il semble que ça veuille s'inscrire dans le temps et des nouveaux modes de travail avec la flexibilisation des contrats. Et puisqu'on est sur ces enjeux d'environnement interne, peut-être rappeler aussi que ces évolutions, elles amènent 2 problématiques majeures si on veut parler d'employabilité et de fidélisation des salariés. Et vous allez voir comment on en vient comme ça à parler de la proie. D'abord, un point majeur, c'est qu'on sent bien que dans le modèle économique des banques aujourd'hui, tous les métiers doivent créer de la valeur ajoutée. Et ce qui était autrefois des opérations bancaires ou administratives que je vais qualifier de relativement basiques sont largement automatisées et on a donc en conséquence une montée des besoins en qualification sur l'ensemble des métiers existants d'un côté et même un recul très significatif du nombre d'emplois au sein de certains métiers historiques les moins qualifiés dont certains sont sans doute appelés à disparaître à moyen terme. En tout cas, c'est ce que tendent à montrer un certain nombre de travaux antérieurs de l'Observatoire. On pourrait mentionner le cas des agents d'accueil en agence ou d'un certain nombre d'agents administratifs de back-office. C'est un premier point. Et puis, employabilité et fidélisation toujours. On le sait, il y a des restructurations, des recompositions, des regroupements au sein du monde bancaire qui peuvent à un moment placer en situation de fragilité certains collaborateurs peut-être moins qualifiés dès lors que la question de la mobilité professionnelle dans un nouvel ensemble va s'imposer.
Et enfin, pour parler très concrètement des salariés qui ont aujourd'hui un niveau de diplôme infra Bac plus 3, parce que c'est bien d'eux dont il va être question avec le dispositif PROA, on a pu analyser la structure des niveaux de qualification des collaborateurs de la banque. Et là-dessus, je peux le dire, parce qu'on travaille avec un, un certain nombre de branches, vous avez la chance, avec l'OMB, d'avoir un outil très, très fin d'analyse des emplois qui est actualisé chaque année et avec lequel on a pu apporter énormément d'éléments dans le cadre de la PROA. Et donc, ce que nous montrent les dernières données de l'enquête emploi, hein, c'est qu'aujourd'hui, on a dans la banque 44% des collaborateurs qui ont un niveau de diplôme inférieur au bac plus 3, ce qui représente, hein, si on veut donner un chiffre, 80 000 collaborateurs environ. Et pour les conseillers clientèle, par exemple, on a plus de 2 tiers des collaborateurs qui sont aujourd'hui sur un niveau de diplôme infra bac plus 3. Et sur les gestionnaires back office, on a 75% des collaborateurs qui sont sur ces niveaux-là. Donc vous voyez que la population dont on va parler juste après, elle n'est pas, anecdotique, hein. Voilà, on est sur un potentiel très important de collaborateurs qui pourraient être accompagnés. Merci beaucoup Samuel et je crois qu'on rentrera tout à l'heure dans le détail de ce public cible entre guillemets ou en tout cas du public concerné par la PROA dans la banque. Alors nous allons aborder maintenant la deuxième partie de notre webinaire. Je le disais tout à l'heure, la deuxième partie est consacrée, une fois qu'on a vu un peu les enjeux, à décrire justement ce dispositif PROA. Et pour cela, je vais me demander à Laurent Lacour, également expert et praticien des politiques emploi formation au cabinet Actéis, de nous aider à comprendre ce dispositif de manière concrète. Bonjour Laurent. Bonjour Pierre et bonjour à tous et toutes. Alors Laurent, maintenant qu'on a compris donc les enjeux, le pourquoi, on a envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'est réellement la PROA. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je vais commencer peut-être par dire ce que ce n'est pas. Bon, on a dit dès le début, je confirme que ce n'est pas une ligue de basket. Et derrière la PROA, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, il y a la dimension de promotion, mais quand on regarde l'acronyme comme ça ne paraît pas spontanément comme évident, hein, ça peut renvoyer à d'autres choses. Donc là, s'agissant d'un dispositif nouveau, aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, hein, mais créé par la dernière loi en date de réforme de la formation. Donc s'agissant d'un dispositif nouveau, on a souvent tendance à essayer de trouver des références, des points d'accroche par rapport à ce qu'on connaît. Et donc je vais commencer en quelques mots par dire ce que ce n'est pas, parce que il peut y avoir éventuellement des confusions. Et du reste, dans les entretiens qu'on a pu avoir, moi j'ai noté que le dispositif, les grandes lignes étaient connues, mais enfin que ça suscitait quand même beaucoup d'interrogations. Et déjà pour lever donc ces éventuelles incompréhensions, moi j'aurais tendance à dire que déjà la PROA, ce n'est pas un contrat de professionnalisation, on connaît bien, mais même si la PROA prévoit que la formation s'opère par la voie de l'alternance, c'est-à-dire avec des acquisitions de compétences en situation de travail. Pour autant, ce n'est pas un contrat de professionnalisation, puisque il s'agit bien de salariés qui sont finalement dans une période de formation continue, et ce n'est pas le contrat, c'est pas rattaché à un contrat autonome comme peut l'être le contrat de professionnalisation. Puis accessoirement, les publics, la typologie des publics va être un petit peu différente, puisque de fait, la PROA, ça va être vos collègues, hein, très concrètement, qui suivront une période de formation et pas un étudiant finalement. Hein. Enfin, c'est un profil assez différent et c'est pas de la formation initiale finalement comme peut l'approcher le contrat de professionnalisation. J'allais dire aussi, parce que c'est pareil, il faut éviter les incompréhensions et puis les fausses joies, j'allais dire, ou les fausses représentations. Ce n'est pas l'ancien congé individuel formation. Si on s'adresse aux salariés qui peuvent voir que ce dispositif, globalement, il permet d'acquérir une certification alors qu'on conserve son emploi. Pour autant, encore une fois, ce n'est pas le congé individuel formation, puisqu'on le verra après, la liste des certifications accessibles, elle va être limitée. Et puis, encore une fois, c'est bien dans une perspective d'évolution ou de maintien dans l'emploi, mais d'évolution au sein de son entreprise, pardon, et pas réellement les perspectives de reconversion peut-être un peu plus radicales, plus globales que permettait le congé individuel formation. Donc c'est un message peut-être à faire passer également. Attention, ce n'est pas l'ancien congé individuel de formation. Et puis dans
Dans ce que ce n'est pas, je dirais, c'est pas non plus l'ancienne période de professionnalisation que les DRH et puis les salariés connaissaient bien. Mais encore une fois, la proie, c'est autre chose, puisque, on l'a dit déjà, ça vise impérativement l'acquisition d'une certification, et ça ne concerne pas a priori l'ensemble des salariés, même si Samuel l'a dit, ça concerne une bonne part des salariés, mais ça ne s'applique pas de la même façon, ça ne permet pas de cibler l'ensemble des salariés de son entreprise. Alors, voilà Laurent, ce que ce n'est pas. on a bien compris ce que ce n'était pas, et donc maintenant on a très envie de savoir ce que c'est. Oui. Et donc, pour poser le décor assez rapidement, ce que c'est bien donc un dispositif spécifiquement dédié à une partie des salariés de l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui disposent d'un niveau de qualification inférieur à Bac+3, c'est-à-dire concrètement une liste inférieure à la licence professionnelle, mais ça peut du coup concerner et il y en a tous les titulaires de BTS dans la banque, ils sont nombreux, et voilà, qui sont du coup potentiellement éligibles au dispositif, et ça permet l'acquisition, encore une fois, d'une certification. On y reviendra aussi, une certification, c'est-à-dire un diplôme ou un titre reconnu et inscrit au répertoire national, donc opposable, j'allais dire, reconnu et opposable, et valorisable. Et donc, c'est un instrument, la proie, je crois qu'il faut déjà le concevoir comme un instrument pour l'entreprise, dans le cadre de ce que toutes les entreprises peuvent déployer en termes de stratégie d'adaptation et de montée en compétences. J'allais dire, ce n'est qu'un des instruments, mais c'est peut-être un instrument nouveau dont il faut appréhender mieux sans doute les contours et les possibilités. Mais réellement, ça peut s'inscrire et être mobilisé pour participer à une stratégie de montée en compétences des collaborateurs. Et puis, puisque finalement, c'est mobilisable, c'est une des particularités de la proie, soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié. Du côté du salarié, dans l'intérêt immédiat du salarié, même si tout ça se rejoint évidemment bien souvent, c'est pour les salariés une opportunité de sécuriser leur parcours, soit sur leur poste, soit d'envisager des mobilités, des évolutions professionnelles dans leur entreprise à travers l'acquisition d'une certification qui, pour partie d'ailleurs, peut leur permettre de reconnaître de valider des compétences qu'ils ont déjà acquis en situation professionnelle. Ok, merci beaucoup Laurent. On en sait un peu plus à travers cet exercice c'est, ce n'est pas. Je me tourne vers Samuel. Ok, c'est un peu plus clair pour nous, mais finalement, est-ce qu'on peut parler un petit peu du cadre réglementaire dans lequel s'inscrit ce nouveau dispositif? Alors, on est dans le package, si on peut dire ça comme ça, de l'ensemble des apports de la loi Avenir Pro du 5 septembre 2018. La PROA, c'est bien dans ce cadre-là conçu comme un outil de politique RH face à la transformation en profondeur de certains métiers et face aux enjeux de maintien dans l'emploi, de reconversion, d'évolution des salariés les moins qualifiés. Et donc, ce dispositif-là, il vient finalement combler ce qui était un peu un trou dans la raquette, en inscrivant dans un cadre général l'accès à une formation longue au sein de l'entreprise et l'accès à une certification. Et donc, on va avoir un intérêt, c'est ce que montre la slide, à la fois côté entreprise et côté salarié, puisque la proie vise les salariés potentiellement les plus fragiles, en permettant d'accéder à une formation certifiante. Et on va avoir deux façons d'utiliser ce dispositif, et ça nous semble intéressant. On a beaucoup travaillé là-dessus dans l'accompagnement auprès de l'OMB. C'est que ce dispositif, il peut servir à la fois dans une logique de maintien au poste. Je suis aujourd'hui peut-être en fragilité sur mon poste de travail. J'ai besoin de compétences de qualification complémentaires pour confirmer ma place dans le poste. Donc, première façon d'utiliser la proie. Deuxième façon, j'envisage une mobilité. Et dans ce cas-là, eh bien, on a besoin on peut utiliser aussi la proa, par contre, pour aller accéder à un diplôme qui va nous permettre de changer de métier. Alors évidemment, les enjeux, vous vous doutez bien de la proa, ils vont pas être les mêmes selon qu'on est dans la banque, dans la restauration collective ou dans la métallurgie. Donc c'est bien au niveau des branches que le législateur a renvoyé la déclinaison opérationnelle des principes de mise en place du dispositif, et c'est bien voilà, la mission aujourd'hui qui nous a été confiée. Elle vient en appui à la branche pour qu'elle puisse mettre en œuvre ce dispositif et définir ses propres modalités. Donc on a donc à terme, Laurent en reparlera, un accord de branche qui permettra notamment de définir une liste de certifications pour des métiers qui sont en forte mutation et qui présentent un risque d'obsolescence des compétences. Et cet accord pourra aussi aller sur la question des durées de formation, des niveaux de financement, des coûts pédagogiques et de la rémunération des salariés.
Ok, alors Samuel, on en sait un peu plus maintenant sur la partie réglementaire. On pourrait creuser encore davantage, j'imagine, mais ça permet de cadrer un petit peu. Ce qui nous intéresse aussi, c'est finalement à qui on s'adresse, quels sont les publics concernés. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut approfondir ce point? Bien, ce que je vous propose, Pierre, peut-être, c'est de redire, voilà, parfaitement, de présenter ce petit tableau. Que nous dit ce tableau, hein, c'est que finalement, au sein des métiers de la banque, on a aujourd'hui 14 métiers repères qui nous semblent vraiment devoir pouvoir être prioritaires dans le cadre de la proa. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers sur lesquels on a des effectifs importants avec au moins 20% de salariés, de collaborateurs qui ont un niveau de diplôme inférieur au bac+3. Ou parce qu'on a des effectifs de collaborateurs infra bac+3 qui sont d'au moins 1000 salariés. Vous voyez, enfin, il y a quelques petites exceptions, mais en tout cas, on a des enjeux massifs. Et puis, la troisième colonne du tableau montre un troisième critère qu'on a pris en compte, c'est celui des transformations qui sont attendues des métiers. Et on a été attentif dans le ciblage des métiers repères à bien considérer qu'en quelque sorte, dans la proa, pouvait être prioritaire, si on peut le dire comme ça, un certain nombre de métiers sur lesquels les transformations sont importantes, voire certains métiers qui sont appelés à terme à ne plus être des métiers repères. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Et on a sur ces métiers en moyenne 54% de collaborateurs qui ont un niveau de diplôme infra-bac+3 et un potentiel d'environ 69 000 collaborateurs. Donc par rapport aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, dans l'ensemble 84 000 collaborateurs infra-bac+3 dans la banque. Et si on resserre un peu sur ces 14 métiers qui nous semblent être vraiment porteurs d'enjeux très forts, 69 000 collaborateurs éligibles à la proa environ. C'est exactement ce que montre ce diplôme, ce graphique sur la partie gauche, sur les niveaux de diplôme des collaborateurs positionnés sur les 14 métiers cibles, hein, avec deux, trois informations à retirer. D'abord, quand on parle des infra bac+3, on a dans ce public-là déjà des situations un peu hétérogènes entre les collaborateurs qui ont déjà un bac+2, ceux qui ont déjà seulement un bac, voire moins. Première chose. Et puis deuxième chose, on a aussi sur ces métiers repères cibles déjà bien sûr des gens qui ont acquis le bac+3, bac+4, bac+5. Et c'est l'occasion pour nous de dire que la proa, elle vise au minimum un diplôme de bac+3, mais ce n'est pas le seul point d'atterrissage possible. Et on peut très bien envisager que la proa permette d'atterrir par exemple sur un niveau de diplôme bac+4, voire bac+5. Dire aussi, c'est la partie droite de la slide, que vous voyez qu'on va concerner tous les âges avec ce dispositif. C'est-à-dire que même si on prend les moins de 30 ans qui sont a priori arrivés dans le monde bancaire plus récemment, on a parmi eux 14% des collaborateurs sur nos métiers cibles qui n'ont pas le niveau bac+3. Ok, alors je rappelle aux participants qui nous écoutent qu'ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent au chat. On les prendra à la fin, une par une. Juste peut-être pour approfondir un peu ce qu'on vient de voir, on a parlé des publics cibles, on a parlé de la réglementation. Il y a une question quand même qui vient assez spontanément, mais qui finance cette affaire, cette proie? Question importante, effectivement. Alors, on va être sur un modèle de financement qui est finalement très proche de celui aujourd'hui de l'alternance, avec une prise en charge par l'OPCO. Seront des modalités qui seront précisées par l'accord de branche qui va être négocié rapidement. Ça peut être une grande partie des frais pédagogiques, ça peut être une partie des salaires. La loi prévoit que l'OPCO peut prendre en charge les salaires jusqu'au SMIC, par exemple. On verra ce qui sera possible pour la banque. Et on a en plus, et ça c'est une vraie opportunité pour la banque, des abondements de l'État qui semblent devoir être confirmés. Les dernières annonces gouvernementales montrent qu'il y a vraiment une volonté de booster la proa et donc l'État prêt, dans le cadre des différents plans de relance, à abonder les financements possibles sur ce dispositif-là. Ok, merci Samuel. Alors, en fait, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut aussi essayer d'éclairer un peu le rôle des branches professionnelles, peut-être avec Laurent? Oui, le rôle, il y a un impératif finalement. C'est le principe que pose c'est une obligation que pose la loi. C'est pour s'appliquer, la proa doit faire l'objet préalablement d'un accord de branche étendu. Donc c'est pas utilisable comme ça. Chaque branche doit s'emparer finalement
cet objet, doit l'amener, c'est le travail qu'on a mené avec l'Observatoire, ça doit l'amener aussi à réfléchir, à repenser, si ce n'était pas déjà fait, mais à repenser un petit peu, identifier les mutations qui la traversent. Et donc, la loi impose donc un accord de branche étendu qui à minima, peut prévoir d'autres choses, mais ça, on verra, c'est l'objet du dialogue social. Hein, on n'y est pas encore tout à fait, mais qui doit expressément identifier les certifications qui seront mobilisables dans le cadre de la PROA, et puis des éventuelles dispositions en termes de durée et de pourcentage de formation pendant la durée de parcours qui peuvent aller au-delà du minimum prévu par l'État. Voilà. Et enfin, dernier point, je le disais, c'est un accord de branche étendu, donc qui fait l'objet d'une validation ou pas, éventuellement d'échange avec le ministère du Travail qui apprécie l'opportunité, la pertinence des choix de certification qui ont pu être faits par la branche. Ce qui amène, on y reviendra plus tard, à avoir un calendrier qui peut avoir quelque part d'aléa, au moins dans la dernière partie. Ok Laurent, merci. Alors voilà, on en sait un peu plus sur ce dispositif. On atteint maintenant la troisième partie et dernière partie de notre 60 minutes live de l'Observatoire des métiers de la banque. Et nous allons essayer de vous éclairer sur les propositions très pratiques que vous pourrez retrouver dans l'étude en répondant à la troisième question, comment s'y prendre. Voilà, on va essayer d'être un peu pratique, un peu concret et faire des suggestions peut-être ou des recommandations. Donc, on va repasser la parole à Samuel. Quelles sont à ce stade vos suggestions? Qu'est-ce qu'on va trouver dans l'étude aussi? Alors, nous, on a travaillé un peu dans une double perspective. La perspective d'être en appui aux partenaires sociaux en amont de la négociation de branche, et on a pensé aussi aux professionnels, à l'outillage des professionnels de la branche pour qu'ils puissent comprendre rapidement ce qu'est la PROA et surtout voir un petit peu ce qu'on peut en faire pour chacun des métiers, les certifications auxquelles on peut accéder, les mobilités professionnelles que ça permet. Donc, pour dire un mot rapide de méthode, hein, pour faire tout ce travail, à la fois l'appui aux partenaires sociaux et l'outillage, on a une partie importante d'analyse des effectifs de salariés infra Bac plus 3 qui nous a permis d'avoir un premier niveau de filtre. C'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, une fois qu'on a eu identifié du coup ces métiers repères cibles, on a vraiment sur ces métiers décortiqué les mutations qui traversent les organisations, les métiers de la banque, la façon dont on les exerce, les besoins en compétences, la façon dont ils sont amenés à évoluer. Et en parallèle de ça, on a regardé ce qu'étaient les certifications mobilisables qui peuvent venir répondre, pour le coup, aux besoins de compétences qu'ont les salariés quand ils sont sur ces 14 métiers repères cibles et besoins de compétences aujourd'hui et besoins de compétences aussi à court, moyen terme. Et donc, on est parti là d'une base de 600 certifications au départ inscrites au RNCP dans le monde bancaire qu'on a analysées une à une pour qu'au final, on puisse avoir une liste entre guillemets resserrée de certifications qui fasse qu'en quelque sorte, on garantit aux acteurs du monde bancaire que ces certifications qui ont été présélectionnées pour la PROA, elles répondent complètement aux enjeux de demain pour nos 14 métiers. Et on ne s'est pas arrêté dans cette sélection de certifications Bac plus 3, on est allé aussi chercher quelques certifications de Bac plus 4, Bac plus 5 pour les salariés qui auraient ce souhait d'aller vers ces niveaux-là. Et donc, tout ceci a été mouliné, si je peux dire, avec des fiches descriptives des certifications repérées et surtout l'élaboration de fiches métiers repères cibles, donc 14 fiches métiers pour 14 métiers repères. Et à chaque fois, les deux scénarios dont je vous parlais tout à l'heure, envisagés pour mobiliser la proie, le maintien au poste, qu'on a regardé dès lors que le métier ne nous semblait pas être un métier menacé, donc le maintien au poste. Et le deuxième scénario, la consolidation, la mobilité professionnelle, qui peut être aussi un des objectifs individuels qu'on se donne quand on s'engage dans une pro. Et donc, dans cette logique d'aide à la décision et d'outillage, on a mis en place un petit mapping qu'on va pouvoir vous présenter rapidement dans son grand principe. Pierre, je te laisse la main. Pardon. On passe une petite immersion effectivement en dévoilant un petit peu ce que vous mettez à disposition ou ce que vous mettrez à disposition dans le cadre de l'étude à travers cette un peu de navigation dans les contenus. Et donc, si on va sur la partie trajectoire professionnelle possible dans le cadre de la proie. Samuel, qu'est-ce qu'on a à l'écran là? On a la page d'accueil du Geniali. D'accord.
Et donc, on peut aller sur la trajectoire professionnelle dans le cadre de la Pro A. Et donc, vous voyez là, les 14 métiers repères sont ceux qui sont en fond violet, enfin bleu foncé sur caractère blanc, avec la petite main en bas à droite. Donc ça, ce sont les 14 métiers repères cibles dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on imagine être ceux qui seront éligibles à la PROA. Et si on clique par exemple très bien sur les chargés de clientèle particuliers, vous allez voir qu'on trouve pour ces métiers donc un certain nombre de chiffres clés qui sont des chiffres repères pour comprendre quelles sont aujourd'hui les possibilités d'entrée dans le métier, les niveaux de formation requis, comment se caractérisent les collaborateurs qui sont sur ce métier. Et puis, on a sur la deuxième partie de la slide ce qu'on a appelé donc le scénario de maintien au poste, les évolutions à considérer, les formations initiales qui permettent aujourd'hui d'accéder au métier, quelques informations sur les points de vigilance qu'on peut avoir dès lors qu'on envisage de rester sur ce métier, et puis le petit tableau des certifications qu'on a proposé comme étant éligibles à la PROA pour ce métier, pour les collaborateurs qui souhaiteraient rester sur ce métier, mais consolider leur qualification. Et puis, on a une deuxième page avec un scénario mobilité. Donc là, on se met dans la peau d'un chargé de clientèle particulier qui souhaiterait changer de métier. Et vous voyez qu'on a identifié différents métiers repères cibles sur chacun pour un chargé de clientèle particulier. Et effectivement, de façon très logique, dès lors qu'on va choisir tel ou tel métier cible, on va avoir des certifications différentes qui sont mobilisables, et on a à nouveau donc proposé une petite liste de certifications qui pourrait être retenue dans le cadre de l'accord PROA. Donc ce principe qu'on vous présente ici pour les chargés de clientèle particuliers, il vaut pour les 14 métiers repères, et donc à terme, on imagine que cette infographie, vous puissiez l'utiliser si vous êtes un professionnel des ressources humaines dans la banque, vous puissiez l'utiliser aussi si vous êtes un collaborateur et que vous vous intéressez à la PROA et que vous voulez voir dans quelle mesure la PROA peut vous être utile pour consolider votre place dans le poste ou pour envisager une mobilité. Donc on est à la fois dans l'outillage de la branche en appui de sa négociation et dans l'outillage un peu pratico-pratique de chacun d'entre vous. Ok, bel outil, merci. Je reviens sur la présentation. Donc, on a vu un petit peu, on a dévoilé un peu l'envers du décor et les outils qui pourraient être tout à fait accessibles pour mieux comprendre et découvrir ces parcours. Est-ce que vous pouvez compléter un peu cette démonstration en citant les éléments qui vous semblent clés pour faciliter ce fameux passage à l'action? Alors, peut-être que là-dessus, je vais laisser Laurent s'exprimer. Oui. Les éléments clés, c'est à la fois donc c'est le rappel finalement, pardon de revenir un peu là-dessus, mais c'est les objectifs de certification. On insiste peut-être un petit peu, mais c'est quand même une des particularités du dispositif, donc ça me paraît important de le rappeler, soit un peu pédagogique là-dedans. Et donc, ce sont bien également il s'agit bien de poursuivre des objectifs de sécurisation des parcours à travers ces certifications qui, comme je le disais aussi précédemment, peuvent parfois être une forme de validation, de reconnaissance, pour partie en tout cas, d'une expérience déjà acquise. Et tout ça contribue à la sécurisation des parcours des collaborateurs, des salariés, et participe pour l'entreprise à une approche globale, une stratégie plus globale de montée en compétences. Ok, merci Laurent. Alors, à quoi vous pensez qu'il faut être particulièrement attentif pour justement réussir ce déploiement? Alors, là aussi, c'est des choses un petit peu, j'allais dire, basiques, mais c'est peut-être le caractère nouveau du dispositif qui amène à peut-être repenser dans les entreprises, à repenser un petit peu finalement la prise en charge, le levier formation comme levier d'évolution et d'accompagnement des salariés. Je dirais très rapidement que, là encore, au vu des éléments qu'on a pu collecter au cours de Laurent, si tu peux parler dans le micro, on a des petits problèmes de son. Ah, est-ce que ça va mieux comme ça? Quand tu tournes la tête, D'accord, je ne bouge plus. Voilà. Oui, donc il y a plusieurs dimensions. Je pense qu'il y a une dimension, il y a une partie appropriation par les établissements, les directions, en particulier les DRH, encore une fois, s'agissant d'un dispositif nouveau, et de bien cibler, identifier le périmètre d'utilisation
au sein de son établissement l'utilisation de la proie et ce que ça peut générer ensuite ou contribuer à apporter comme élément dans le cadre d'une stratégie RH et qu'est-ce que ça peut, parce qu'on a parlé, c'est pas complètement neutre, qu'est-ce que ça peut aussi amener comme prise en charge des contributions financières de leur pro en termes de réallocation éventuelle même de moyens à travers le plan de développement des compétences. Je crois qu'il y a un effort ou une attention aussi particulière à porter en direction des salariés. Il y a besoin de meilleure compréhension et du coup probablement d'information et de pédagogie un petit peu en direction des salariés pour qu'ils considèrent ce dispositif comme étant accessible quand ils sont éligibles et qui comprennent bien quels sont les objectifs que ça peut permettre d'atteindre. Et puis, dernier point, comme toujours, bien souvent en matière de formation, je crois qu'il y a un besoin, une attention particulière à avoir à travers tous les niveaux de l'encadrement, puisque finalement, ces dispositifs, et en particulier quand ils sont nouveaux, quelle que soit la bonne volonté, l'ambition d'une DRH, si les relais que sont les encadrants ne sont pas outillés, ne sont pas informés déjà et ne sont pas outillés, je pense qu'il y a une partie outillage qui est importante et accès à des ressources, la difficulté, c'est que malgré, encore une fois, les intentions et la volonté, on risque de ne pas avancer aussi vite qu'on ne le souhaiterait. Voilà. Alors, oui, je rappelle, si vous avez la gentillesse de couper vos micros et vos caméras, la plupart l'ont fait. Merci Laurent et merci Samuel. On va donc retrouver l'ensemble de vos questions et des points qui seront soulevés à la fin de ce webinaire, comme je le disais tout à l'heure. Et vous aurez également le lien vers l'étude. Alors, nous avons la chance d'accueillir Sandrine Lamouche. Est-ce que vous êtes là, Sandrine? Est-ce que Sandrine Lamouche est là? Oui, je suis bien là. Bonjour Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes responsable formation dans une filiale de Sopra Steria qui s'appelle I2S et qui est spécialisée dans le service cloud et la cybersécurité. Oui, c'est bien ça. Vendée du Syntex, si je ne m'abuse, c'est ça? Tout à fait. Bon, très bien. Alors, Sandrine, ce qui nous intéresse, c'est évidemment votre témoignage et votre expérience est un petit peu originale. On va commencer par ça, parce que vous avez expérimenté ce dispositif, mais en fait, un peu en avance de phase, je crois, un petit peu par anticipation. Vous étiez tellement motivé que vous avez devancé l'accord, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, à la mise en place de la PROA, nous étions des gros consommateurs de période de professionnalisation. À l'époque, pour notre stratégie RH qui était de faire monter en compétences nos collaborateurs qui avaient un niveau inférieur à Bac+3. Donc, c'était vraiment pouvoir les faire monter en compétences. Et du coup, j'avais mis en place, j'ai recherché la formation qui permettrait à nos collaborateurs d'un niveau bac à Bac+2 d'obtenir un diplôme niveau bac +4 à Bac+5. Donc, j'avais pris contact avec une école. On avait mis en place un partenariat et quand j'ai fait ma demande de prise en charge, j'ai eu un refus juste parce qu'il manquait l'accord de branche étendu. Sinon, ça correspondait parfaitement à ce que la PROA définissait. Mais bon, du coup, ça ne nous a pas empêché quand même de lancer cette formation parce que c'était important d'avoir une formation de test. Nous avions le collaborateur qui avait été identifié et qu'on souhaitait faire monter en compétences et qui était parfait pour nous pour tester cette formation. Et donc, ce collaborateur a été diplômé cette année. Donc, nous sommes très contents. Il a obtenu son Bac+5 cette année. Bravo. Dans des métiers qui nécessitent évidemment en permanence de former, puisque c'est une course de vitesse pour ces métiers de technologie qui ne sont pas très loin des métiers bancaires. D'ailleurs, on retrouve ces métiers dans la banque, donc je pense qu'il y a tout à fait des parallèles à faire. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des bénéfices et pour l'entreprise et pour le collaborateur? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Tout à fait. Alors, les bénéfices pour l'entreprise, c'est vraiment la fidélisation de nos collaborateurs. Ça nous permet aussi de concrétiser une reconnaissance. C'est un dispositif qui est plutôt ouvert pour nos collaborateurs qui ont qui ont plus de 15 ans d'expérience, parce que il est vrai qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs avec un niveau inférieur à Bac+3.
C'est une vraie reconnaissance, une montée en compétences. Comme vous indiquez, hein, on est quand même dans un monde où les technos changent rapidement, donc il faut vraiment qu'on puisse être au top pour nos clients. Voilà, c'est important pour nos collaborateurs vraiment de les accompagner, de maintenir leurs compétences, mais également leur employabilité. Et puis, pour les collaborateurs, là, pour la session test que j'ai faite, le collaborateur est vraiment satisfait. Il a vraiment l'impression d'être important et d'être reconnu. Il se dit que toutes ces années passées auprès de Soprasteria ne sont pas des années perdues, bien au contraire, ça lui a apporté beaucoup. Voilà, et le fait de concrétiser un peu ces années d'expérience par l'obtention d'un diplôme, ça change des certifications qu'on peut leur permettre d'avoir. Voilà, c'est vraiment le petit plus qui fait que c'est important pour nous. Du coup, maintenant que l'accord est signé, Oui. vous envisagez comment la suite, une généralisation de ce dispositif? Oui, tout à fait. Une généralisation, donc en impliquant vraiment la partie RH. Donc, c'est une vraie stratégie RH que nous, on appelle chez nous New Skilling, et d'identifier vraiment tous les collaborateurs qui pourraient entrer dans ce dispositif, en sachant que ça demande quand même un investissement important de la part du collaborateur. Donc, le choix de la formation est important. Il nous fallait une formation qui ne déstabilise pas non plus le collaborateur, qui ne lui prenne pas trop de temps par rapport à son emploi de tous les jours, qui ne soit pas forcément débordé et qui ne fasse pas des heures de formation en dehors du temps de travail. Voilà, donc il fallait vraiment trouver le bon rythme. Donc, ça a mis un peu de temps à trouver la formation, mais voilà. Donc, il y aura une vraie stratégie RH, des entretiens avec les collaborateurs pour voir si le collaborateur est motivé et prêt à s'investir. Et nous, on sera autant prêt à s'investir que lui. On ne lui demande aucune participation financière, juste un investissement, c'est pris en charge à 100% par l'entreprise. Et Sandrine, peut-être une dernière question. Comment faites-vous savoir que ce dispositif existe et comment communiquez-vous sur ce dispositif en interne? Par le biais des RRH qui sont positionnés localement, en faisant aussi la promotion auprès de nos directeurs d'agence et de nos MRH. Voilà, faut vraiment qu'ils soient sensibilisés. Je les informe régulièrement, je fais des webinars pour leur expliquer la stratégie RH derrière. Ok, bon, merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. Je vous en prie. On aura peut-être des questions pour vous tout à l'heure. Pas de souci. Alors, je me tourne à nouveau vers Laurent. On va essayer de regarder un petit peu, de faire un petit point d'étape peut-être, et de voir un peu où on en est et le chemin parcouru et le chemin qui est devant nous. Je reprends, excusez-moi, une manip, hop, et voilà. Laurent, donc, si on regarde un peu le calendrier dans le temps. Alors, le calendrier, petit retour en arrière pour que tout le monde ait cette information, parce que c'est un travail assez conséquent qu'on a mené avec l'Observatoire. Et puis, je tiens à le dire aussi avec le conseil d'administration de l'Observatoire et des administrateurs impliqués et qui ont contribué à travers, en particulier, un atelier, puis dans le suivi de la mission aussi, qui était très utile, nous ont été très utiles. Un petit rappel, donc la mission elle a été lancée en avril. On a présenté nos travaux tout début, en juillet, tout début des vacances, j'allais dire. Puis une restitution devant la commission paritaire de la branche CPNFP, de la branche au mois de septembre. Il va y avoir maintenant, du coup, puisque c'était bien l'objet de notre intervention, c'était d'apporter un appui préalablement au dialogue social et à la négociation. Donc voilà, il y a une phase de négociation maintenant qui va s'ouvrir. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, dans l'hypothèse probable où un accord serait conclu entre les partenaires sociaux de la branche, il y a une déclinaison, ensuite une obligation d'extension de l'accord qui passe, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, là il y a une petite incertitude sur les délais parce qu'ils ne sont plus à la main à ce niveau-là, à ce moment-là de la branche. Il y a une partie d'instruction par la Direction générale du travail, d'éventuels échanges avec la branche si,
comme je l'indiquais tout à l'heure, des questions se poser par rapport à la pertinence, l'opportunité de retenir telle ou telle certification. Et puis enfin, des derniers délais qui sont pas forcément les plus simples à gérer, de publication très matériellement, et de délais de validation interne dans les services de l'État qui sont complexes parfois et assez longs, et de publication. Donc voilà. Après, raisonnablement, encore une fois, on peut penser que dans l'hypothèse où l'accord, mais c'est pas, on verra peut-être tout à l'heure avec la branche, mais l'accord, s'il était acté en fin d'année, on peut penser qu'au cours du premier semestre 2022, l'arrêté d'extension pourrait être pris et publié. Donc, l'accord serait valide et permettrait le déploiement dans chacune des entreprises adhérentes à la branche, le déploiement de la PROA. Et de l'autre point de vue, hein, si je peux me permettre, ça, pour les agents qui sont là, qui sont des représentants RH, ça veut dire peut-être dès à présent, par exemple à l'occasion des entretiens professionnels, commencer à envisager cette hypothèse-là avec les collaborateurs, parce que Madame Lamouche l'a montré, ça prend quand même un petit peu de temps de monter l'entrée dans le dispositif. Donc on n'est pas obligé d'attendre que tout ait été gravé dans le marbre pour déjà commencer dans les entreprises, dans les banques, à se mettre en mouvement autour de ce dispositif. Et on peut penser que début 2022, premier trimestre 2022, les choses pourront être enclenchées, mais ça se prépare d'ores et déjà. Ok, merci Laurent, merci Samuel. On va maintenant, pour conclure cette troisième partie, demander à André-Guy Turoche, qui, je le rappelle, est directeur des affaires sociales de l'AFB, de nous rejoindre pour conclure cette troisième partie et peut-être nous éclairer justement, notamment sur le calendrier. Bonjour André-Guy Turoche. Bonjour. Et bienvenue. J'ai envie de vous poser une première question, c'est vous avez lu les travaux qui ont été restitués, quelles sont vos premières observations? Alors, j'étais assez surpris, je dois dire, par le fait que on est autant finalement de salariés concernés par la PROA. On a une politique dans nos entreprises de recrutement plutôt à Bac+3, mais c'est vrai que c'est une évolution qui remonte à une dizaine d'années, et sur l'ensemble des effectifs de la banque, autour de 190 000 salariés, eh bien, de voir qu'on est à près de 70% de salariés, pardon, à 35% de salariés concernés, je trouve que c'est un vrai sujet et ça renforce la nécessité, je pense, de négocier un accord PROA. D'accord, d'accord. Que pensez-vous des enjeux collectifs à l'échelle de la branche? Que doit-on en penser et comment les voyez-vous? On est dans une situation aujourd'hui où la formation professionnelle s'est énormément renchérie pour les entreprises. Et en même temps, il y a énormément de nouveaux outils qui ont été développés en lien avec France Compétences et notre OPCO qui s'appelle l'OPCO Atlas. Je pense qu'il faut qu'on se saisisse de toutes les opportunités que nous offre la loi Avenir Professionnel. La PROA est bien évidemment une opportunité. Donc, cette opportunité-là, il faut que maintenant on la transforme avec un accord d'entreprise. Il y a beaucoup de partenaires sociaux qui sont connectés à ce webinaire. Je les salue, je les remercie en passant pour leur implication dans cet accord, dans cette étude avec l'Observatoire des métiers. Donc, ils ont, je dirais, réussi cette première phase d'étude pour affiner le sujet. Et maintenant, il faut qu'on passe à la phase 2, qui est la négociation d'un accord qui permette aux banques d'utiliser cet outil. Très bien. Et si on parle un peu du calendrier, on l'a évoqué un petit peu en regardant ce qui s'est passé juste avant l'étude et en essayant de se projeter un peu, mais comment voyez-vous l'avenir? Le calendrier, alors je ne sais pas s'il a été projeté ou pas parmi les slides, mais grosso modo, moi, je propose aux organisations syndicales d'entrer en négociation maintenant, là, dans les semaines qui viennent. Je pense que l'étude était indispensable, on l'a vu, pour comprendre l'enjeu, comprendre les métiers qui seront concernés et créer la base de l'accord. On sait que dans l'extension de l'administration, il va falloir notamment être assez précis sur les types de formations que l'on veut identifier et les populations.
Donc, autrement dit, on avait un besoin impératif de cet accord pour débuter, sachant qu'en plus, comme je le disais en introduction, ce n'était pas évident de savoir si la banque était tant que ça concernée par la Pro A. Maintenant qu'on sait qu'il y a 70 000 collaborateurs potentiellement concernés, la réponse est oui, 2 fois oui. Donc, il faut maintenant qu'on passe à la phase 2. Et je vais inviter les organisations syndicales, elles m'entendent, à entrer en négociation, je dirais maintenant, très, très rapidement. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter sur le rôle de la branche dans le cadre de la PROA? Non, la branche, elle doit faire son job, c'est d'apporter un accord de branche, sinon ça ne peut pas se faire. Donc, je pense qu'on a une responsabilité collective avec les partenaires sociaux, donc avec les organisations syndicales, pour offrir à nos banques en 2022 un bel accord exploitable, pratique et pédagogique. Bon, écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, c'est certain. Et je vous remercie. Restez avec nous parce qu'il peut y avoir des questions qui sont soulevées à partir de maintenant, puisqu'on l'a dit, on a une session de questions-réponses qui s'ouvre maintenant. Ce que je propose, je crois qu'on a une première question qui concerne la valorisation, c'est ça? Mélanie, si tu veux arbitrer peut-être un peu les questions, je ne suis pas sûr d'avoir l'intitulé exact de la première question qui a été posée. Oui, oui, je pense que, alors c'est Monsieur Moury, je vais ouvrir les micros, donc pour ceux qui souhaitent poser leurs questions en direct, n'hésitez pas, je demande juste un petit instant, je fais la petite manip. Voilà, donc oui, Monsieur Maury, vous avez posé une question effectivement sur la valorisation. Vous parliez, j'imagine, de valorisation salariale. Oui, oui, bien sûr. On va vous laisser la formuler peut-être, Monsieur Maury. Oui, je demandais simplement dans le cadre du cas présenté par, comment dirais-je, Madame Lamouche, Sopra Steria, s'il y avait eu une valorisation à l'issue de la formation. Et la deuxième question qui suivait, je vais en profiter, c'était de savoir si, puisqu'elle nous a présenté un cas, s'il y avait un retour d'expérience, alors c'était un peu court, un retour d'expérience plus large. Auparavant, j'avais posé 2 questions. J'avais pas posé de questions. Il me semble qu'au niveau de la présentation de l'étude, la dimension PROA est certes bien exposée, mais peut-être un peu moins. Celle qui est en retrait, ça serait les reconversions en tant que telles, même si elles sont implicites dans la présentation. Et le deuxième point, le dernier point, je termine. Le dernier point, c'était l'extension de l'accord. Il semblerait qu'au niveau des dernières conversations avec le gouvernement, il serait envisagé de ne plus recourir forcément à un accord étendu. C'est sous condition, ça j'en sais rien. Je ne sais pas si vous êtes au courant des évolutions possibles. Je sais qu'il y en a d'autres, mais c'était pour savoir, quoi. Même si je sais qu'à l'origine, c'est un accord étendu. Merci pour cette intervention. Peut-être sur ce dernier point, Samuel, Laurent, si vous voulez réagir, et puis on reviendra vers Madame Lamouche, vers Sandrine tout à l'heure, pour son retour sur expérience. Très, très rapidement sur ce dernier point, peut-être pour noter que les partenaires sociaux récemment, ceux qui sont présents le savent forcément, ont conclu un accord national, alors j'allais dire dans une perspective d'éventuelle, sinon nouvelle réforme de la formation, mais au moins ajustement par rapport à la réforme qui est en cours. Et pour faire vite, la PROA fait partie des points de préoccupation manifestement et qui font consensus entre les partenaires sociaux, employeurs et salariés, puisqu'il y a un article de cet accord indique que les partenaires sociaux souhaitent qu'il y ait des formes d'assouplissement dans les conditions de mise en œuvre de la PROA, ce qui renverrait à ce qu'évoquait Monsieur Maury à l'instant, peut-être plus d'accord étendu. Néanmoins, à ce jour, la loi est toujours la loi, enfin, tant qu'elle n'a pas été modifiée, mais clairement, il y a une volonté manifeste des partenaires sociaux non pas du coup de remettre en cause la PROA, mais au contraire de pouvoir l'utiliser plus facilement et plus simplement. Ok, très bien. Alors, merci. Pardon, Samuel. Non, j'allais
peut-être compléter très rapidement, mais sur les autres points évoqués par Monsieur Maury, lui dire que on est tout à fait d'accord dans le monde bancaire. La question des reconversions, elle se pose de façon très forte parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements de fusion, de restructuration et même pour les groupes qui ne se recomposent pas, il y a quand même à l'intérieur des mouvements importants de fermeture d'agences, ce genre de choses. Donc évidemment, la proa, c'est vraiment un outil de reconversion. C'est ce qu'on voulait dire quand on parle de scénario de mobilité. Derrière, ce qu'on a en tête, c'est de se dire, voilà, des salariés fragilisés, c'est bien avec ça qu'il faut travailler. Et sur la question des retours d'expérience, dire un tout petit mot. Alors effectivement, je comprends qu'il y a un peu de frustration par rapport à ça. Il faut bien comprendre que entrer dans le dispositif PROA, c'est s'engager pour 12 mois et même pour certaines branches jusqu'à 24 mois. Comme les accords de branche, ils se signent petit à petit depuis le début de l'année. Par définition, voilà, aujourd'hui, personne n'est encore sorti complètement du dispositif et peut en faire un retour complètement global. Bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur les branches qui ont déjà signé et peut-être vous commenterez. Mais je voulais qu'on revienne peut-être vers Sandrine Lamouche, si vous voulez bien. Oui. Réagir à ce point sur la valorisation et voilà. Vous avez Alors, entendu... bien évidemment, comme j'expliquais, hein, le fait d'avoir accès à ce dispositif, c'est une vraie stratégie RH. Donc, qui dit stratégie, dit bien évidemment, le but n'est pas que de donner un diplôme aux collaborateurs, mais bien évidemment de revoir sa qualification derrière et son positionnement. Et de ce fait, la valorisation, bien évidemment, qui va avec. Voilà. Parce qu'effectivement, on ne peut pas considérer un collaborateur qui avant était Bac+2, maintenant est Bac+5. Voilà. Donc, bien évidemment, ça fait partie de la stratégie et le but est de vraiment tout revoir dans son ensemble. C'est peut-être l'occasion de repréciser un point qu'on n'a pas dit. Le collaborateur qui est dans le dispositif PROA, on est sur un mode pédagogique de l'alternance, mais le collaborateur garde bien son contrat de travail avec un avenant au contrat de travail le temps de la PROA. Donc, quand il sort du dispositif, évidemment, ce à quoi on pense, c'est qu'il y a un nouvel avenant qui vient reconnaître le nouveau positionnement finalement dans la convention collective par rapport à la compétence complémentaire qui était acquise au diplôme reconnu, surtout si on se place dans une logique de mobilité professionnelle. Tout à fait, et surtout dans le cadre de notre expérience, c'est quand même une formation de 350 heures, hein, donc qui a duré 2 ans, du fait de la pandémie aussi, mais il y a quand même eu le maintien de la formation et ça demande un vrai investissement de la part du collab. Du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant et c'est ensemble qu'on construit ce projet. Et c'est pour ça que ça s'étudie et qu'on ne peut pas mettre n'importe qui. Il faut vraiment travailler avec le collaborateur et l'accompagner. Donc, voilà. D'où une vraie stratégie RH et du coup, derrière, oui, forcément, il y aura valorisation. Bon, merci beaucoup Sandrine pour cette réponse. Et peut-être une dernière question, il nous reste à peine 1 minute. On parlait des branches tout à l'heure. Quelles sont finalement les branches qui ont réussi déjà à déployer la PROA? Alors, en quelques mots, le déploiement, on vient de dire, il est en cours. Et finalement, quand on a commencé notre étude, il y avait une quarantaine d'accords qui étaient signés en cours d'extension. On est aujourd'hui à peu près à 90 accords de branches signés. Et vous voyez, le processus se poursuit. On n'entend pas bien, pardon. Pardon. Pour information, est-ce que ça va mieux? Pour information, il y a 4 branches qui relèvent du même OPCO, Atlas, que la banque. Les agents généraux d'assurance ont signé un accord qui a été étendu. Les bureaux d'études techniques et ingénieurs conseils, la branche du courtage, de l'assurance et de la réassurance, et les experts comptables et commissaires aux comptes. Voilà, pour information. Et donc, au total, je disais 90 accords en passe d'être étendus. Ok, merci Laurent. On est pile à 10 heures, donc on respecte notre engagement. Je vais juste demander peut-être à Béatrice de bien vouloir conclure ce premier 60 minutes. Béatrice, avec nous. Non, je suis toujours là. J'étais en train de profiter des dernières explications de Laurent sur le nombre d'accords signés. Oui, juste pour conclure en 2 mots, hein, je pense que ce sujet, donc ce que je disais tout à l'heure en introduction, hein, ce sujet est un sujet qui est vraiment au cœur aujourd'hui de la stratégie et des politiques en faveur de l'emploi au sein de notre branche. Donc en ça, j'espère qu'on a éclairé un certain nombre de points et que tous les
les représentants RH et les organisations syndicales qui nous ont suivis ce matin en savent plus à l'issue de cette heure. J'avais dit que c'était un de nos deux enjeux, hein, de faire découvrir nos travaux, mais aussi expliquer bien fondé de ce dispositif. Donc ça, j'espère que c'est atteint. Vous retrouverez, hein, donc ce qu'on se disait tout à l'heure, Pierre, en ouverture, donc l'intégralité de l'étude, et on a dévoilé quelques annexes tout à l'heure, quelques outils qui seront en ligne donc sur le site de l'Observatoire. Le replay sera également disponible sur notre chaîne, la chaîne YouTube de l'Observatoire des métiers de la banque. Et pour le reste, je vous l'avais déjà dit en introduction, on devrait à nouveau se retrouver, alors je ne sais pas encore sous quel format, puisqu'il n'est pas à la minute où on se parle défini, mais on devrait retrouver un moment d'échange pour parler d'un tout autre sujet, mais ô combien important aujourd'hui aussi dans notre secteur, qui est celui effectivement des soft skills articulés autour des nouvelles organisations de travail. Donc ça, je vous donne rendez-vous en fin d'année. Et je pense que l'Observatoire des métiers de BPCE et nous-mêmes, nous vous dévoilerons à ce moment-là les résultats de l'étude qui est en cours de finalisation. Voilà. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation active. À très bientôt. Et puis, Pierre, je te laisse clore. Merci aux intervenants, Samuel, Béatrice, Laurent, André-Guy et Sandrine. Et puis, j'espère à une prochaine fois pour un nouveau 60 minutes live. À très bientôt.